Peu de gens le savent, mais depuis plus d'un demi-siècle, un nuage noir plane sur la science moderne. Voici le problème. Nous avons une conception de l'univers basée sur deux théories bien distinctes, dont l'une est la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est une façon de comprendre les objets les plus grands de l'univers, comme les étoiles et les galaxies. Mais les objets les plus petits, les atomes et les particules subatomiques, obéissent à un ensemble de règles totalement différentes, la mécanique quantique. Ces deux séries de lois sont incroyablement exactes chacune dans leur domaine. Mais quand on essaie de les combiner pour résoudre certains des grands mystères de l'univers, c'est le désastre. On va remonter à la naissance de l'univers, au Big Bang. À cet instant, une violente explosion s'est produite dans un minuscule volume. Puis, au cours des 14 milliards d'années qui ont suivi, l'univers s'est dilaté et refroidi pour donner les étoiles, les galaxies et les planètes que nous voyons aujourd'hui. Mais si l'on revoit le film cosmique cette fois à l'envers, tout ce qui est en train de s'éloigner se rapproche de nouveau. Et l'univers devient plus petit, plus chaud et plus dense au fur et à mesure qu'on remonte vers la nuit des temps. Au moment où on arrive au Big Bang, lorsque notre univers était à la fois immensément lourd et incroyablement petit, le projecteur se bloque. Quand on les combine, nos deux théories physiques s'effondrent. Mais si on pouvait unifier la théorie de la mécanique quantique et celle de la relativité générale, et voir ainsi le film cosmique dans son intégralité, eh bien, une toute nouvelle théorie, qu'on appelle la théorie des cordes, pourrait peut-être arriver à le faire. Et si elle s'avérait juste, elle obtiendrait certainement le plus beau succès de toute l'histoire des sciences. Un jour, la théorie des cordes pourra peut-être expliquer la totalité de la nature, depuis les plus petites bribes de matière jusqu'aux confins les plus éloignés du cosmos, à l'aide d'un seul élément. De minuscules brins d'énergie en vibration appelés cordes. Mais pourquoi doit-on réécrire les lois de la physique pour y parvenir? Quelle importance si les deux théories que l'on a sont incompatibles? Eh bien, prenez les choses comme ceci. Imaginez-vous vivant dans une ville où l'on n'obéirait pas à un seul et unique code de la route, mais à deux types de règles différentes entrant en conflit les unes avec les autres. Comme vous le voyez, ce serait plutôt déroutant. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pour comprendre ce monde, il faudrait trouver un moyen de réunir ces deux grands ensembles de lois conflictuelles en un seul et unique ensemble cohérent qui fasse sens. Nous partons du principe que cette théorie existe et que notre travail est d'être suffisamment ingénieux et efficace pour la trouver. Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout. Mais pour la découvrir, nous allons devoir entreprendre un voyage fantastique afin de comprendre pourquoi nos deux séries de lois sont en conflit l'une avec l'autre. Et la première étape de cet étrange périple est le domaine des très grands objets. Pour décrire l'univers sur une grande échelle, on utilise une série de lois, la relativité générale d'Einstein, qui explique comment fonctionne la gravité. La relativité générale voit l'espace, je dirais, comme une sorte de trampoline, comme une immense toile lisse que tous les objets lourds, tels les étoiles et les planètes, viennent déformer et étirer. Et toujours selon cette théorie, ce sont toutes ces déformations qui créent ce que nous ressentons comme la gravité. Ce qui veut dire que la gravitation qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil provient simplement du fait que notre planète suit les courbes et les contours que crée le Soleil dans le tissu spatial. Mais l'image lisse et doucement ondulée de l'espace prédite par les lois de la relativité générale n'est qu'un aspect du tableau.
Pour comprendre l'univers à des échelles extrêmement petites, il nous faut notre deuxième série de lois, la mécanique quantique. Et comme nous allons le voir, la mécanique quantique brosse un portrait de l'espace si radicalement différent de la relativité générale qu'on croirait que ces théories nous parlent de deux univers qui n'ont absolument rien à voir. Pour comprendre le conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique, il faut descendre loin, loin, très loin dans l'infiniment petit. Et à mesure que nous laissons derrière nous l'univers des grands objets, et nous approchons du domaine microscopique, l'image familière d'un espace où tout se comporte de façon prévisible commence à s'effacer devant un monde à la structure beaucoup plus incertaine. Et si nous continuons de rapetisser pour devenir des milliards de fois plus petits que les plus petites bribes de matière, les atomes et les minuscules particules qui les composent, les lois de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique, nous montrent que le tissu de l'espace devient agité et chaotique. Et pour finir, nous arrivons dans un monde tellement turbulent qu'il défie le sens commun. Ici-bas, l'espace et le temps sont si tordus et sont si déformés que nos concepts traditionnels de gauche et de droite, de haut et de bas, et même d'avant et d'après, disparaissent. Il n'y a aucun moyen de dire avec certitude si je suis ici, ou bien aux deux endroits à la fois. Ou peut-être suis-je arrivé ici avant d'arriver ici. Dans l'univers quantique, on ne peut pas cerner quoi que ce soit avec précision. C'est un endroit mouvementé et frénétique par nature. L'image fluctuante et saccadée de l'espace et du temps que prédit la mécanique quantique est en opposition directe avec le modèle géométrique lisse et ordonné décrit par la relativité générale. Pourtant, les physiciens sont persuadés que tout, depuis la danse effrénée des particules subatomiques jusqu'au tournoiement majestueux des galaxies, devrait pouvoir être expliqué par un seul grand principe physique, une seule équation générale. Si on parvenait à découvrir cette équation, la façon dont l'univers fonctionne réellement à tout instant et en tout point nous serait enfin révélée. Voyez-vous, ce qu'il nous faudrait, c'est une théorie qui puisse enfin expliquer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Théorie qui engloberait aussi bien la mécanique quantique que la relativité générale et qui ne serait jamais prise en défaut. Jamais. Pour un physicien, trouver une théorie conciliant la relativité générale et la mécanique quantique est une sorte de quête du Graal. Parce qu'un tel système nous donnerait une seule théorie mathématique qui saurait décrire toutes les forces qui régissent notre univers. La relativité générale décrit la plus connue de ces forces, la gravité. Mais la mécanique quantique décrit aussi trois autres forces. L'interaction forte, c'est la force qui maintient collés ensemble protons et neutrons à l'intérieur de l'atome. L'électromagnétisme, qui produit la lumière, l'électricité et l'attraction magnétique. Et l'interaction faible, c'est la force qui est à l'origine de la désintégration radioactive. Tous les phénomènes naturels, de la fission de l'atome à la naissance des étoiles, ne sont rien d'autre que les interactions de ces quatre forces avec la matière. Albert Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une manière de décrire les forces de la nature au moyen d'une seule et unique théorie. Et aujourd'hui, la théorie des cordes pourrait concrétiser son rêve d'unification. Pendant des siècles, les physiciens se sont représentés les éléments constitutifs de la nature
les atomes et les particules encore plus petites qu'ils contiennent, comme des balles minuscules ou des points. Or, selon la théorie des cordes, il y aurait au cœur de chaque bribe de matière un minuscule brin d'énergie en vibration appelé corde. Et une nouvelle génération de chercheurs est persuadée que ce sont ces cordes qui permettront de réunir l'infiniment grand et l'infiniment petit en une seule et unique théorie. Mais cette nouvelle théorie ne fait pas l'unanimité. Jusqu'à présent, aucune expérience n'a permis de vérifier l'existence de ces cordes. Il y a les physiciens et il y a les théoriciens des cordes, des gens qui se consacrent à des questions auxquelles l'expérience ne peut pas répondre. Ils refusent de l'admettre, mais c'est une physique qui n'est pas encore testable. Elle ne fait aucune prédiction qu'on puisse vérifier grâce à des expériences en laboratoire ou par des observations dans l'espace ou au télescope. Or, on m'a toujours appris, et je le crois encore, que la physique est une science expérimentale. Elle se fonde sur des expériences, ou dans le cas de l'astronomie, sur des observations. Au début, beaucoup de chercheurs se disaient que la théorie des cordes était simplement une histoire de fou. À dire vrai, l'étrange façon dont cette théorie s'est développée en une série de tours, de détours et d'accidents ne pouvait que les conforter dans cette idée. Et de fait, à sa naissance même, cette théorie a acquis la dimension d'un mythe. Un mythe que voici. À la fin des années 60, un jeune physicien italien, Gabriele Veneziano, est à la recherche d'un ensemble d'équations pouvant expliquer l'interaction forte, la colle extrêmement puissante qui maintient le noyau de chaque atome en liant protons et neutrons. Un jour, c'est du moins ce qu'on raconte, il ouvre un vieux livre poussiéreux sur l'histoire des mathématiques et y trouve une équation énoncée 200 ans auparavant par un mathématicien suisse, Leonhard Euler. Veneziano est stupéfait de découvrir que l'équation d'Euler, depuis longtemps tenue pour une simple curiosité mathématique, semble décrire une interaction forte. Il publie rapidement un article et devient à jamais célèbre pour cette découverte. Mais l'équation d'Euler, qui explique miraculeusement l'interaction forte, acquiert alors sa dynamique propre. La théorie des cordes vient de naître. Petit à petit, elle se diffuse et atterrit un beau jour sur un tableau noir que regarde un jeune physicien américain, Leonard Susskind. Aujourd'hui encore, je me souviens de la formule. La voici. Je l'ai regardée, je me suis dit, elle est tellement simple que même moi je peux la résoudre. Susskind se retire dans son grenier pour réfléchir. Il sait que cette équation est la description mathématique de l'interaction forte. Mais sous les symboles abstraits, il a entreaperçu quelque chose de nouveau. J'ai joué avec, je l'ai trituré dans tous les sens. J'ai passé 2 mois enfermé dans mon grenier. La première chose que j'ai vue, c'est qu'elle décrivait une particule dotée d'une structure interne qui pouvait vibrer. Et pas simplement une particule ponctuelle. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'agissait d'une corde, un peu comme un élastique, ou comme un élastique coupé en 2. Et que cet élastique pouvait non seulement s'étirer et se contracter, mais aussi osciller. Et merveille des merveilles, il correspondait exactement à l'équation. J'étais certain à ce moment-là d'être le seul sur Terre à le savoir. Susskind rédige un article qui présente l'idée révolutionnaire des cordes. Mais avant d'être publié, son article doit être lu par un comité d'experts. J'étais convaincu qu'on allait me le renvoyer avec les mots « Susskind et le nouvel Einstein », ou peut-être même « le nouveau Newton ».
Mais il m'est revenu avec la mention « assez médiocre, ne mérite sans doute pas d'être publié ». J'en suis littéralement tombé par terre. Ça m'a choqué, déprimé, attristé, j'étais effondré. Alors je suis rentré chez moi et j'ai pris une cuite. Susskind noie donc son chagrin. Et il semble bien que le rejet de son article sonne le glas de la théorie des cordes. Car, au même moment, la physique traditionnelle est en train d'adopter l'idée de particules en forme de points et non de cordes. Depuis des décennies, les chercheurs étudient le comportement des particules microscopiques en les faisant s'écraser les unes contre les autres à grande vitesse et en étudiant le résultat de ces collisions. Dans l'avalanche de particules produites, ils découvrent que la nature est bien plus riche qu'ils ne le pensaient. Tous les mois, on découvrait une nouvelle particule. Le méson ρ, la particule oméga, B, B1, B2, phi, oméga. Plus de lettres que n'en possèdent la plupart des alphabets. C'était une véritable explosion démographique. Des étudiants de 3e cycle couraient dans les couloirs en criant qu'ils avaient découvert une nouvelle particule. L'effervescence était à son comble. Et dans cette profusion de nouvelles particules, les physiciens ne découvrent pas uniquement les constituants de la matière. Ils font une prédiction étrange et surprenante. D'après eux, les particules pourraient aussi expliquer les forces de la nature. C'est évidemment très bizarre comme idée, mais ça ressemble à un jeu de balle dans lequel les joueurs, comme moi, et moi, seraient des particules de matière. Et la balle que nous nous renvoyons l'un l'autre serait une particule de force. On l'appelle une particule messagère. Par exemple, dans le cas du magnétisme, de la force électromagnétique, cette balle représente un photon. Et plus nous échangeons de ces particules messagères ou photons, plus forte est l'attraction magnétique. Et les scientifiques ont prédit que c'est cet échange de particules messagères qui crée ce que l'on ressent comme une force. Les expériences ont confirmé ces prédictions avec la découverte des particules messagères de l'électromagnétisme, de l'interaction forte et de l'interaction faible. Et en se servant de ces particules nouvellement découvertes, les chercheurs se rapprochent du rêve d'Einstein, l'unification des forces. Ils font le raisonnement suivant. Si on rembobinait le film cosmique jusqu'aux toutes premières secondes du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, lorsque l'univers était des billions de fois plus chaud qu'aujourd'hui, les particules messagères de l'électromagnétisme et de l'interaction faible seraient impossibles à distinguer. De même que les glaçons fondent au soleil pour donner de l'eau, les expériences montrent que, quand on revient aux conditions de chaleur extrême du Big Bang, l'électromagnétisme et l'interaction faible se fondent et s'unissent en une seule force, dite électrofaible. Et si on rembobinait encore un peu plus le film cosmique, la force électrofaible s'unirait à l'interaction forte pour donner une grande superforce. Même si cela n'est pas encore prouvé, la mécanique quantique était désormais capable d'expliquer le fonctionnement de 3 des forces à l'échelle subatomique. Et soudain, voilà qu'on avait une théorie cohérente de la physique des particules élémentaires qui permettait de décrire toutes les interactions, faibles, fortes et électromagnétiques, dans le même langage. Tout se tenait. Et tout est dans les manuels. Tout convergeait vers une représentation simple des particules et des forces connues, qui a fini par s'appeler le modèle standard. Je crois que c'est moi qui l'ai baptisé ainsi. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg.
Devenus les coqueluches de la communauté scientifique, les inventeurs du modèle standard reçoivent un prix Nobel après l'autre. Mais derrière les roulements de tambour se cache une omission flagrante. Le modèle standard explique 3 des forces qui régissent l'univers de l'infiniment petit. Mais il passe sous silence la force la plus connue, la gravité. Ce qui ne l'empêche pas de s'imposer, rejetant dans l'ombre la théorie des cordes. En 1973, seule une poignée de jeunes physiciens se débat encore avec les équations obscures de la théorie des cordes. L'un d'eux, John Schwartz, s'emploie à résoudre ces nombreuses bizarreries. Entre autres, celle d'une mystérieuse particule sans masse prédite par la théorie, mais jamais observée dans la nature. Et toute une série d'anomalies ou d'incohérences mathématiques. On a passé un temps fou à tourner tout ça sous tous les angles. On a essayé par tous les moyens de parvenir à 4 dimensions et de se débarrasser de cette particule sans masse. Mais on arrivait toujours à un résultat bancal et peu convaincant. 4 ans durant, Schwartz s'efforce de dompter les équations indisciplinées de la théorie des cordes en les changeant, les ajustant, les combinant et les recombinant de différentes façons. En vain. Sur le point d'abandonner, il lui vient soudain une idée géniale. Et si ces équations décrivaient la gravité? Mais cela veut dire qu'il faut revoir complètement la taille de ces minuscules brins d'énergie. Jusqu'à ce moment-là, on ne pensait pas à la gravité. Mais dès que l'idée nous en est venue, il nous a fallu changer radicalement notre vision de la taille des cordes. Si on suppose que les cordes sont 100 milliards de fois plus petites qu'un atome, l'un des défauts de la théorie devient une qualité. Il apparaît que la mystérieuse particule dont John Schwartz a désespérément essayé de se débarrasser est en fait un graviton, la particule longtemps cherchée censée transmettre la gravité au niveau quantique. La pièce qui manquait au modèle standard vient de se mettre en place. Schwartz soumet pour publication sa théorie révolutionnaire décrivant le fonctionnement de la gravité dans l'univers subatomique. Si les cordes décrivent la gravité à l'échelle quantique, elles doivent être la clé de l'unification des 4 forces. Schwartz est rejoint dans sa quête par l'un des seuls autres chercheurs prêts à miser toute leur carrière sur les cordes, Michael Green. Mais pour que la conviction de Green porte ses fruits, lui et Schwartz allaient devoir reconnaître qu'au début des années 80, on trouvait dans les théories des cordes nombre d'aberrations mathématiques qu'on a appelées anomalies. Une anomalie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'étrange ou disons de déplacé, qui n'a rien à faire où on la trouve. Là, ce genre d'anomalie est simplement bizarre. Mais en mathématiques, les anomalies peuvent signifier l'arrêt de mort d'une théorie physique. Elles sont un peu compliquées, alors voici un exemple simple. Disons que nous avons une théorie dans laquelle ces 2 équations décrivent une propriété physique de notre univers. Or, si je résous l'équation qui est ici et trouve que x égale 1, et qu'ensuite je résous cette équation-là et trouve x égale 2, je sais que ma théorie a des anomalies parce qu'on sait tous qu'il ne peut y avoir qu'une seule valeur de x. À moins que je puisse revoir mes équations pour obtenir la même valeur de x de chaque côté, ma théorie s'écroule. Après avoir bataillé pendant 5 ans contre les anomalies de la théorie des cordes, Schwartz et Green parviennent enfin au but un soir de l'été 1984. Tout le monde pensait que la théorie était incohérente à cause de ces anomalies.
Or, pour une raison inexplicable, j'étais sûr qu'on se trompait et je me disais, la théorie des cordes est forcément juste, il ne peut pas y avoir d'anomalie. Alors on a décidé de les calculer. Tout se réduit à un unique calcul. D'un côté du tableau, ils trouvent 496. S'ils obtiennent le même nombre de l'autre côté, ils auront prouvé que la théorie des cordes ne contient pas d'anomalie. Je me souviens d'un moment où John Schwartz et moi étions devant le tableau en train de calculer ces nombres qui devaient correspondre exactement. Il y avait des éclairs et du tonnerre, un violent orage avait éclaté à Aspen, et j'ai dit en plaisantant quelque chose comme « On doit être vraiment tout près, parce que les dieux essaient de nous empêcher de finir ce calcul. » Et effectivement, ça correspondait. Ce 496 des deux côtés signifie que la théorie des cordes ne comporte pas d'anomalie et que mathématiquement, elle est capable de rendre compte de chacune des quatre forces. Et on a constaté que les cordes pouvaient non seulement décrire la gravitation, mais aussi les autres forces. On avait enfin la possibilité de réaliser le rêve poursuivi par Einstein, unifier les différentes forces au sein d'un système plus large. Ça a été un moment extraordinaire, parce qu'aucune théorie n'avait jamais réussi à faire ça. Cette fois, la réaction est explosive. En moins d'un an, le nombre de théoriciens des cordes passe d'une poignée à plusieurs centaines. Jusque-là, je ne m'étais jamais exprimé sur le sujet plus de 5 minutes dans d'obscurs colloques. Et brusquement, voilà qu'on m'invitait partout pour donner des conférences. La théorie des cordes est rebaptisée la théorie du tout. À l'automne 1984, je suis venu ici, à l'université d'Oxford, entamer mes études de physique du 3e cycle. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une affiche annonçant une conférence de Michael Green. Je ne le connaissais pas encore, mais je dois avouer que je ne connaissais pas grand monde à l'époque. Comme le titre de la conférence était quelque chose du genre « La théorie du tout », il est évident que je ne pouvais pas résister. Cette nouvelle version élégante de la théorie des cordes semblait capable de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. Voici comment. À l'intérieur de chaque grain de sable, il y a des milliards de minuscules atomes. Chaque atome est composé de plus petites bribes de matière, les électrons, qui tournent autour d'un noyau fait de protons et de neutrons, eux-mêmes faits de bribes de matière encore plus petites, appelées quarks. Mais la théorie des cordes va plus loin. Elle affirme que les particules qui composent tout ce qui existe dans l'univers sont faits d'éléments encore plus petits, de minuscules brins d'énergie en oscillation semblables à des cordes. Chacune de ces cordes est d'une petitesse inimaginable. Si on grossissait un atome pour lui faire atteindre la taille du système solaire, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Et voici l'idée fondamentale. De même que les différentes vibrations ou fréquences d'une corde de violoncelle créent ce que nous percevons comme des notes de musique différentes, les différents modes de vibration des cordes donnent aux particules leurs caractéristiques particulières, comme leur masse et leur charge. Par exemple, la seule et unique différence entre les particules qui nous composent, vous et moi, et les particules qui transmettent la gravité et les autres forces, c'est la façon dont vibrent ces minuscules cordes. Composé d'une multitude de ces cordes oscillantes, l'univers peut être considéré comme une grande symphonie cosmique. Et cette idée élégante résout le conflit entre l'image imprévisible et heurtée de l'espace au niveau subatomique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle. C'est l'opposition entre le caractère saccadé de la mécanique quantique et la régularité de la relativité générale qui fait qu'il est si difficile de parvenir à concilier les deux, de les réunir.
Ce qu'apporte la théorie des cordes, ce qu'elle fait avancer en simplifiant, c'est qu'elle calme les saccades de la mécanique quantique. Elle les disperse en reprenant l'ancienne idée d'une particule ponctuelle et en l'étalant pour en faire une corde. Les saccades sont toujours là, mais elles sont moins brutales, juste assez pour que la théorie quantique et la relativité générale s'emboîtent parfaitement à l'intérieur du système. C'est un triomphe des mathématiques. Simplement armés de ces minuscules brins d'énergie en vibration, les théoriciens des cordes affirment être en passe de réaliser le rêve d'Einstein, unifier toutes les forces et toute la matière. Mais cette nouvelle théorie d'avant-garde a elle aussi son talon d'Achille. Aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à une pareille échelle. Aucune observation ne peut porter sur des distances aussi minuscules ou des énergies aussi gigantesques. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune expérience, aucune observation capable d'infirmer cette théorie. Elle est à l'abri de toute contestation, définitivement. Est-ce une théorie physique ou une philosophie? Je vous le demande. Les gens critiquent souvent la théorie des cordes en disant qu'elle ne peut pas être vérifiée par l'expérience directe et que ce n'est donc pas une branche de la physique. Ma réponse est simplement que l'avenir prouvera qu'ils ont tort. Ce qui rend la théorie des cordes encore plus difficile à prouver, c'est que pour marcher, ces équations complexes nécessitent quelque chose qui paraît relever de la science-fiction. Des dimensions spatiales supplémentaires. Pour être pris au sérieux, les théoriciens des cordes doivent expliquer comment cette étrange prédiction peut être vraie. Or, selon eux, cette idée apparemment saugrenue est plus réaliste qu'on ne le pense. En voici une petite illustration. Je vais rendre visite à un homme qui a été l'un des premiers à concevoir cette étrange idée. En principe, nous allons nous retrouver à 4 heures dans son appartement. 5e avenue et 93e rue au 2e étage. Et pour me rendre à ce rendez-vous, j'ai besoin d'avoir les 4 informations suivantes. Une information pour chacune des dimensions de l'espace, une rue, une avenue et le numéro de l'étage, et une autre pour le temps, la 4e dimension. C'est un peu comme les 4 dimensions de notre expérience quotidienne. Gauche-droite, arrière-avant, haut et bas, et le temps. En fait, l'étrange idée qu'il existe des dimensions supplémentaires est vieille de près d'un siècle. L'impression que nous vivons dans un univers tridimensionnel semble a priori incontestable. Mais en 1919, Theodore Kaluza, un mathématicien quasiment inconnu, a eu le courage de mettre en doute l'évidence dimensionnelle. Il a suggéré qu'il était possible, et j'ai dit possible, que notre univers est une dimension supplémentaire, que pour une raison ou pour une autre, nous n'arrivions pas à voir. Regardez, il dit ici « J'aime votre idée ». Alors qu'est-ce qu'il attend? En effet, Kaluza avait envoyé son idée supposant l'existence d'une dimension supplémentaire à Albert Einstein. Et même si Einstein avait d'abord été enthousiaste, il avait ensuite semblé plus hésitant et durant 2 ans avait retardé la publication de l'article de Kaluza. Finalement, l'article est publié. Einstein a décidé que tout compte fait, ces dimensions supplémentaires l'intéressaient. Voici l'idée. En 1916, Einstein a montré que la gravité est simplement le résultat de déformations et d'ondulations dans les 4 dimensions familières de l'espace et du temps. 3 ans plus tard, Kaluza suggère qu'il en va peut-être de même pour l'électromagnétisme. Mais si c'est le cas, il faut que ces ondulations se produisent quelque part. Il propose donc l'existence d'une dimension spatiale supplémentaire et cachée. Mais si Kaluza avait raison, où est donc cette autre dimension? Et à quoi pourrait-elle bien ressembler en vérité? Comment peut-on même essayer de l'imaginer? Eh bien, poursuivant plus tard le travail de Kaluza, le physicien suédois Oskar Klein a suggéré une solution originale. Regardez les câbles qui soutiennent ce feu tricolore. À cette distance,
il m'est impossible de voir qu'ils possèdent une épaisseur. Chacun ressemble à une ligne, un objet unidimensionnel. Mais supposons maintenant qu'on puisse explorer l'un de ces câbles de tout près, à travers les yeux d'une fourmi par exemple. On peut maintenant distinguer une deuxième dimension, celle qui tourne autour du câble. De son point de vue, la fourmi peut se déplacer en avant et en arrière, mais aussi dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Donc, les dimensions devraient se classer en deux catégories. Elles peuvent être longues et dépliées, comme cette longueur de câble, mais elles peuvent être minuscules et enroulées comme la direction circulaire qui l'enveloppe et en fait le tour. Kaluza et Klein ont émis une idée extraordinaire. Il leur est apparu que le tissu de l'univers pourrait bien être comme la surface de ce câble, et pourrait aussi bien avoir de très grandes dimensions, comme les 3 dimensions habituelles, mais qu'il pourrait en avoir également de minuscules, enroulées très très serrées, des milliards de fois plus petites qu'un minuscule atome, qui ferait qu'on ne pourrait pas les voir. Et donc la perception que nous avons de vivre dans un univers à 3 dimensions spatiales pourrait finalement être totalement fausse. Il est possible que nous vivions dans un univers qui aurait plus de dimensions qu'il n'y paraît. À quoi ressembleraient ces dimensions supplémentaires? Selon Kaluza et Klein, si on pouvait rapetisser des milliards de fois, on trouverait en chaque point de l'espace une minuscule dimension supplémentaire repliée sur elle-même. Et de même qu'une fourmi peut parcourir la dimension circulaire qui fait le tour d'un câble, une fourmi qui serait des milliards de fois plus petite pourrait aussi, en théorie, parcourir cette minuscule dimension circulaire. L'idée que des dimensions supplémentaires existent autour de nous constitue le fondement de la théorie des cordes. En fait, mathématiquement, la théorie nécessite non pas une, mais 6 dimensions supplémentaires, tordues et enroulées en des formes complexes qui pourraient ressembler à ceci. En prenant la théorie telle qu'elle existe aujourd'hui, je conclus que ces dimensions supplémentaires existent. Elles font partie de la nature. Mais comment ces minuscules dimensions, repliées en des formes aussi bizarres, pourraient-elles avoir un quelconque effet sur notre vie quotidienne? Eh bien, selon la théorie des cordes, la forme est primordiale. C'est grâce à sa forme qu'un corps d'harmonie peut émettre des dizaines de notes différentes. Quand on appuie sur l'un des pistons, la note change, car on modifie la forme de l'espace à l'intérieur du corps où l'air résonne. Eh bien, les dimensions spatiales repliées sur elles-mêmes de la théorie des cordes fonctionneraient de la même manière. Si on devenait suffisamment petit pour pénétrer dans l'une de ces formes à 6 dimensions prédites par la théorie, on verrait comment ces dernières sont tordues et enroulées les unes sur les autres, influençant la manière dont les cordes, les éléments fondamentaux de notre univers, bougent et vibrent. Et cela pourrait être la clé de l'un des plus grands mystères de la nature. Voyez-vous, notre univers est comme une machine réglée très précisément. Les scientifiques ont découvert qu'il y a environ 20 nombres. 20 constantes fondamentales dans la nature qui donnent à l'univers les caractéristiques que nous lui connaissons. Ce sont des nombres comme la masse de l'électron, l'intensité de la gravité, la force électromagnétique et l'interaction forte et faible. Et tant qu'on règle les boutons de la machine sur les bonnes valeurs pour chacun de ces 20 nombres, elle produit l'univers que nous connaissons et que nous aimons. Mais si l'on change ces nombres en ajustant les réglages de la machine, même de façon minime, les conséquences sont spectaculaires.
Par exemple, si j'augmente l'intensité de la force électromagnétique, les atomes se repoussent plus fortement et la chaudière nucléaire qui fait briller les étoiles s'arrête. Les étoiles, y compris notre Soleil, s'éteignent et l'univers tel que nous le connaissons disparaît. Alors, qu'est-ce qui, dans la nature, règle les valeurs de ces 20 constantes aussi précisément? La réponse pourrait résider dans les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Les minuscules formes à 6 dimensions prédites par la théorie font vibrer une corde exactement comme il faut pour produire ce que nous voyons comme un photon. Et en font vibrer une autre d'une façon différente pour produire un électron. Ces minuscules dimensions supplémentaires pourraient donc bel et bien déterminer toutes les constantes de la nature et permettre à la symphonie cosmique de rester accordée. Au milieu des années 80, la théorie des cordes semble promise à une brillante carrière. Mais en coulisses, la confusion règne. Au fil des ans, les efforts des théoriciens des cordes ont été si fructueux qu'ils ont bâti non pas une, mais 5 différentes versions de la théorie. Toutes reposent sur les cordes et l'existence de dimensions supplémentaires. Mais dans les détails, elles ne s'accordent pas. Certaines font état de cordes ouvertes, d'autres parlent de cordes fermées. 2 d'entre elles prévoient même 26 dimensions. Ces 5 versions paraissent tout aussi valables, mais laquelle décrit vraiment notre univers ? La théorie des cordes s'avérera-t-elle une théorie du tout ou s'effilochera-t-elle en une théorie du rien? Demain, nous verrons comment la théorie des cordes change radicalement notre conception de l'espace et comment elle permet d'entrevoir des passerelles entre les univers parallèles. En plus, il n'y a pas une, mais 5 théories qui sont autant de façons de voir la réalité. Soyez les bienvenus dans la 11e dimension, demain sur Arte.